Melbourne. C'est la locomotive du Victoria, avec 5,3 millions d'habitants, soit près d'un cinquième de la population nationale. Ce qui est impressionnant, car la ville prospère alors qu'il lui manque quelque chose d'énorme. Une idée ? Restez avec nous pour le découvrir. Et si vous aimez ces analyses de cartes, abonnez-vous pour que je puisse enfin passer de « c'est où ça ?» à « j'y suis allé ». Toujours fauché ? D'accord. Melbourne a des ponts. Le pont du Prince au centre, le Bolt sur la Yarra. Mais en suivant la rivière jusqu'à l'embouchure, il n'y a rien. Pas de grand pont, pas de pièce maîtresse, juste la baie de Port Phillip, où Melbourne a été fondée en 1835. Aujourd'hui, c'est le centre commercial le plus animé d'Australie. Elle est pleine de gens et de navires, simplement à cause du commerce. C'est un Costco urbain, sans les hot dogs à prix réduit. Le port de Melbourne, sur la rive nord de la baie de Port Phillip, est le plus fréquenté d'Australie. Près de 3 millions de conteneurs maritimes transitent ici chaque année. Assez de boîtes en acier pour construire un ensemble Lego de la taille d'un petit pays. Mais voici le paradoxe. Le port est tellement important qu'il ne possède pas l'infrastructure à laquelle on pourrait s'attendre. D'autres villes portuaires l'exigeraient. Melbourne reste à l'écart et continue comme si de rien n'était. À l'embouchure de la baie, entre Mornington et Bellarine, près de Sorrent et Queenscliff, aucun pont n'existe. Il n'y en a jamais eu. Pourquoi ? En bref, l'océan se défend. Pour la version longue, donne-moi 45 secondes. La pointe Nepean et la pointe Lonsdale ne sont distantes que de 3,2 km. Assez proches, pour que tu puisses presque les traverser à la nage, si tu es pressé de rejoindre tes ancêtres. Mais un pont ici ne serait pas aussi court. Pourquoi ? Parce que ce passage étroit est l'un des cours d'eau les plus traîtres de la planète. Imaginez moins une baie paisible et pittoresque, et davantage un phénomène capable de bouleverser votre vie. Le courant de retour. La seule façon pour que ce soit plus australien, ce serait qu'il s'appelle Bruce. C'est la frontière entre le détroit de Bass et la baie de Port Phillip. Les eaux entre Nepean, Lonsdale et Shortlands Bluff font paraître le triangle des Bermudes insignifiant. Près de 3200 navires transitent ici chaque année vers le port de Melbourne. Le problème. Le chenal est bien plus étroit qu'il n'y paraît, car, petite anecdote, la roche solide ne s'arrête pas gentiment au rivage. Elle continue sous l'eau. Qui l'aurait cru ? Des récifs submergés s'étendent depuis Nepean et Lonsdale, réduisant l'espace que les navires peuvent réellement utiliser. Le détroit semble large, mais il n'y a en fait qu'environ 1 km d'eau navigable. Ressemble à enfiler une aiguille en plein tremblement de terre, débutant, abandonné. Depuis 1840 au moins, 30 navires ont essayé et échoué, servant désormais de décoration grandeur nature pour aquarium. Mais le trafic maritime intense dans un passage aussi étroit n'est qu'une partie du problème. Construire un pont au-dessus du goulet reviendrait à défier Mère Nature, et ce n'est pas un combat équitable. Il existe un événement appelé Rip Swim, qui permet aux gens de payer pour faire ce que les naufrages ont déjà prouvé être une mauvaise idée. Cela a lieu chaque été, en février là-bas, et en juillet, juste pour garder les choses fraîches. Des équipes nagent de Pointe Nepean à Pointe Lonsdale, et depuis 2014, plus de 1000 personnes l'ont fait. Apparemment, survivre compte comme un trophée de participation. Mais ne vous y trompez pas. Ces nageurs ne viennent pas juste pour piquer une tête dans le courant. Ces nages sont soigneusement chorégraphiés, et ils sont plutôt sélectifs sur qui peut y participer. Pour se qualifier, il faut nager 3 km en moins de 54 minutes. Mais ici, les parcours prennent plus de temps, et le temps moyen pour finir est d'environ 70 minutes. Des bateaux suivent les nageurs pour fournir une assistance médicale, avec médecins et ambulanciers en attente. Aucune mention de prêtre pour les derniers sacrements. Les nageurs doivent suivre à la lettre les instructions de l'organisateur. C'est logique, ils se sont donné la peine de dégager le passage des cargos. Un porte-conteneur qui percute gâche tout record personnel. Maintenant, tu comprends pourquoi il a fallu 136 ans pour que quelqu'un nage réellement à travers le passage. Le premier fou était Doug Mew en 1971. Seules 70 autres personnes ont suivi avant que l'événement moderne n'arrive. En gros, les gens ont regardé ce bras de mer pendant plus de 100 ans et se sont dit « Ouais, non, j'aime être en vie ». Le fait qu'il faille une coordination digne de l'armée juste pour nager. 2 miles, soit 3,2 km, ça dit tout. Et ce ne sont pas seulement les navires et les récifs qui posent pour le problème, même si ceux-là sont déjà pas mal. Le vrai danger, ce sont les marées. Les marées dans le goulet peuvent atteindre jusqu'à 6,8 miles à l'heure, soit 11 km à l'heure. C'est grâce aux puissants courants qui traversent ce passage étroit
Et ils ont causé bien plus que des naufrages. Ces eaux ont également été le théâtre de l'une des catastrophes militaires les moins connues d'Australie. 17 février 1960. 74 commandos de la 2e compagnie australienne ont quitté Point Lonsdale. Leur mission ? Faire un raid sur l'école des officiers de Portsea. Cet exercice d'entraînement allait devenir très sérieux. Peu après leur départ, les commandos furent emportés par une forte marée à travers le Goulet. Puis sont arrivées les vagues de 10 mètres, soit 33 pieds, qui ont frappé leurs kayaks et embarcations amphibies. Un par un, ils ont chaviré. L'adjudant Georges Dracopoulos et le soldat Édouard Meyer se sont noyés. Les survivants appelaient à l'aide. Les bateaux de secours sont vite arrivés. Mais la tragédie n'était pas finie. La situation allait empirer. Les courants puissants ont renversé même ces bateaux. Le Toscana, navire italien, est venu aider. Le commando Roger Wood a hissé ses coéquipiers à bord, mais même un navire plus robuste peut avoir des difficultés dans ces eaux. Les courants l'ont arraché de l'échelle de corde. Il a disparu sous les vagues et son corps n'a jamais été retrouvé. Preuve que lorsque l'océan veut gagner, il n'a pas besoin de beaucoup d'aide. Et les conditions dangereuses du courant ne s'arrêtent pas là. Reculons pour regarder à nouveau le courant sur une carte. Imaginez que vous naviguez vers le nord en direction du port de Melbourne. Cela rendra les obstacles visibles. En approchant du courant depuis le détroit de Bass, l'eau commence à environ 30 mètres de profondeur, soit 98 pieds. Mais à seulement 800 mètres, soit environ 2600 pieds au sud de Nepean et Lonsdale, vous atteignez le Rib Bank. À l'intérieur des têtes, le fond redescend à nouveau, plongeant jusqu'à 100 mètres, soit 328 pieds. Mais cela peut aussi devenir peu profond, à peine 5 mètres, soit 16 pieds, à certains endroits. Bonne chance pour deviner sur lequel vous allez tomber. C'est pourquoi des centaines de personnes ont perdu la vie dans cet endroit traître, et ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles c'est un cauchemar d'ingénierie. Comment installer des piliers ici alors que marais et bancs de sable modifient sans cesse le fond marin ? C'est comme construire sur des sables mouvants, mais plus humides, plus profonds et mortels. Un pont au-dessus du Goulet ne serait pas simple non plus. Il devrait être assez haut pour éviter le passage constant des navires en dessous. Voici les calculs simplifiés d'un pont. Éviter qu'un navire le percute. Facile à dire, difficile à concevoir. Les navires doivent passer sous le pont, avec au moins 2 mètres de marge au-dessus et 5 mètres sur les côtés. Sur le papier, ça fonctionne. En pratique, personne ne veut être le capitaine qui teste ces mesures. Alors, les ingénieurs construisent quand c'est plus haut, plus large et plus sûr, car ça passe tout juste, n'est pas le genre d'avis que vous voulez pour votre pont. Prenez le pont I-10 proposé à Mobile, en Alabama, aux États-Unis. Il doit mesurer 65,5 mètres de haut pour permettre le passage des paquebots de croisière modernes. Les gratte-ciels flottants montent à 60 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. En fait, c'est comme un immeuble de 20 étages en vacances. Les cargos qui accostent à Melbourne n'atteignent généralement pas de telle hauteur. Mais cela ne veut pas dire qu'un pont au-dessus du RIP aurait carte blanche. Chaque année, au moins 11 paquebots de croisière de cette compagnie accostent au port de Melbourne. Les paquebots de croisière ne peuvent ni pas s'abaisser. Si un pont bloque, c'est lui qui cède. Donc, un pont au-dessus du Goulet devrait être à peu près aussi haut que le pont I-10 en Alabama. La différence ? La I-10 n'est pas construite au-dessus d'un cours d'eau déchaîné. Mobile doit seulement s'inquiéter des embouteillages. Melbourne devrait s'inquiéter de l'océan qui essaie de la détruire. Les ponts élevés nécessitent des piles hautes et robustes en matériaux de qualité. Elles soutiennent bien plus que le tablier et les câbles, servant aussi de garde du corps à des milliers de tonnes d'acier. Elles doivent résister à tout ce que l'environnement leur impose. Sur les ponts plus hauts et longs, les piles sont bâties comme des colonnes rigides, de gros blocs solides. Ainsi, elles résistent à la flexion, au cisaillement et aux forces axiales. Elles sont conçues pour rester là et défier la nature. Un pont sur le Rib subirait des forces de toutes directions, pas seulement celles venant du dessus. Les courants puissants martèleraient le pont. Le Rib, c'est en gros un coach sportif à plein temps pour le béton. Il n'y a pas de jour de repos. Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose d'étrange dans la région de Melbourne. Si vous vivez là-bas, surtout dans les banlieues côtières, renforcez vos fenêtres et vos portes. Garez votre voiture dans un garage et gardez-la à l'écart des grands arbres à tout prix. Ah, procurez-vous aussi un générateur de secours. C'est un peu comme la côte Est et la côte du golfe des États-Unis, exposées aux ouragans, mais Melbourne l'est moins.
Le vent le plus fort jamais enregistré a frappé le 3 septembre 1982. 119,9 km/h, soit 74,5 mph. C'est la force d'un ouragan de catégorie 1. Un front froid a causé des coupures de courant, des toits arrachés, des arbres déracinés et le chaos. C'était un mini-ouragan, qui a malgré tout causé des dégâts à Melbourne. Cet événement était peut-être rare, mais les conditions venteuses sont courantes dans Melbourne. Des vents du sud de 80 km/h, 50 mph, sont fréquents. Pour comprendre pourquoi, élargissons notre point de vue. Regardez une carte du monde entier. Et voici Melbourne, à 37 degrés de latitude sud. Les choses peuvent devenir assez mouvementées ici. C'est à cause de quelques statistiques mondiales déséquilibrées. L'Australie est un continent, mais elle n'est pas aussi vaste qu'on le croit. C'est le plus petit continent, couvrant 3 millions de miles carrés, 7,7 millions de kilomètres carrés. C'est en fait plus petit que l'Antarctique, plus petit que l'Europe. C'est à peu près la même taille que les États-Unis continentaux. Bien sûr, les États-Unis continentaux sont vastes, mais pas à l'échelle de l'hémisphère nord. Cela nous donne un indice. Coupez le monde en deux, à l'équateur, et seuls 2 continents se trouvent entièrement dans l'hémisphère sud, l'Australie et l'Antarctique. Partout ailleurs penche vers le nord, la carte le montre. 68% des terres du monde se trouvent dans le nord, seulement 32% dans le sud. Au nord, c'est un mélange de 60% d'eau pour 40% de terre. Au sud, c'est 80-20. En gros, mais l'hémisphère sud est le sous-sol aquatique de la Terre. Moins de terre pour ralentir les choses signifie des vents et des courants plus violents. L'air chaud tropical dérive vers le sud, survole les fronts froids polaires, puis la rotation terrestre l'accélère. C'est la soufflerie de la nature sans interrupteur. Regardez encore une fois Melbourne. C'est juste au nord d'un lieu appelé les 40e rugissants par les marins. Ces vents d'ouest puissants provoquent fréquemment des conditions de coups de vent. Ils se resserrent vers le sud de l'Australie à cause d'une crête subtropicale de haute pression qui pousse les vents soit vers le pôle, soit de retour vers l'équateur. Cette crête se trouve généralement juste au nord de Melbourne, autour de 30 degrés de latitude sud. La haute pression signifie généralement un temps calme, mais pas pour Melbourne. Vous vous souvenez de ce front froid, celui qui a provoqué la vitesse de vent la plus élevée jamais enregistrée dans la région. Il a commencé dans l'océan austral, puis est remonté vers le nord et a percuté la crête subtropicale. Le résultat ? De l'air se déplaçant assez vite pour rappeler à tout le monde qu'une haute pression ne signifie pas toujours chaleur. Et même les fronts froids de l'Antarctique ont peur de manquer quelque chose. Plus on va vers le sud dans le monde, plus les vents et les courants deviennent extrêmes. Au-delà des 40e rugissants, il y a les 50e hurlants et les 60e mugissants. Des noms vraiment imaginatifs, n'est-ce pas ? Ensemble, ils dirigent l'air froid vers l'équateur à pleine puissance. Ce sont ces vents qu'un pont au-dessus du détroit devrait affronter en permanence. Mais l'Australie a un autre atout qui fait du climat de Melbourne un cauchemar pour les ingénieurs. Vous pouvez probablement deviner lequel. Le pays d'en bas peut devenir vraiment très chaud, et Melbourne ne fait pas exception. Le mercure a atteint un pic de 47 degrés, Celsius soit 116 degrés, Fahrenheit, le 7 février 2009. Pour mettre cela en perspective, c'est 10 degrés Fahrenheit, soit 6 degrés Celsius de plus que la température la plus élevée jamais enregistrée à New York. Heureusement, à Melbourne, la crème solaire n'est pas toujours nécessaire. Janvier est le mois le plus chaud, avec une moyenne de 20 degrés Celsius, 68 degrés Fahrenheit. C'est grâce à un climat océanique et à des brises marines constantes. Ces vents du sud n'apportent pas de chaos. Ils agissaient comme une climatisation naturelle. Plus au nord, c'est différent. L'outback australien est un désert très chaud. Les températures dépassent 40 degrés Celsius, 100 degrés Fahrenheit en journée. Elles peuvent atteindre plus de 110 degrés Fahrenheit, soit 45 degrés Celsius. Il fait tellement chaud ici que des villes comme Cooper Pedy sont devenues des villes de taupes. Ils ont construit sous terre parce que la climatisation ne suffit pas. Attends, Melbourne n'est pas près de l'outback, non ? Oui, c'est vrai, mais c'est l'Australie. Rien n'est simple. La chaleur du nord a aussi un effet ici. Le jour, la terre chaude d'Australie attire l'air marin frais. La nuit, c'est Batman. Oups, mauvaise vidéo. La nuit, le flux s'inverse. Cet aller-retour garde Melbourne agréable et venteuse. Voilà, vous savez tout. Melbourne est en quelque sorte un tunnel à vent. Idéal pour les véliplanchistes, moins pour les ingénieurs. Et les ponts suspendus.
Vous doutez? L'histoire me donne raison. Le 1er juillet 1940, le pont de Tacoma Narrows a été inauguré au-dessus du Puget Sound, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Près de 6000 pieds, soit 1800 mètres de long, et construit avec une flexibilité supplémentaire. Le problème, les ingénieurs ont oublié de prendre en compte le vent. 4 mois plus tard, le vent leur a présenté la facture, et elle n'était pas bon marché. Le 7 novembre, des vents de 64 km/h ont frappé la région. D'accord, ce n'est pas vraiment la force d'un ouragan, mais c'était suffisant. Du béton a commencé à tomber de la surface de la route. Quelques minutes plus tard, une section de 600 pieds, 183 mètres, du pont s'est effondrée. La structure a commencé à se tordre et à se retourner comme un bronco sauvage. Un côté du pont s'est élevé de 8,5 mètres au-dessus de l'autre. Je ne suis pas expert en pont, mais ça ne semble pas bon. Tour en acier face aux éléments. Faites vos jeux. Les ingénieurs n'avaient pas pris en compte les forces aérodynamiques dans leur conception. Lorsque des vents forts frappaient le pont dans la mauvaise direction, il se mettait à osciller. Et tout comme moi sur la piste de danse, le rythme était trop intense. La structure s'est effondrée. Plongez au fond du Puget Sound et vous trouverez un récif massif. Mais il n'est pas naturel. Il était bâti sur la carcasse du pont Tacoma Narrows initial. Le site est inscrit au Registre national des lieux historiques des États-Unis. Le gouvernement protège officiellement un pont naufragé contre toute tentative de récupération. C'est une histoire qui sert d'avertissement. Des vents extrêmes ne sont pas requis pour déchirer un pont massif. Parfois, une petite négligence suffit. C'est pourquoi les conditions venteuses de Melbourne ne sont pas seulement un inconvénient. Elles sont une exigence. Les ingénieurs n'ont pas d'autre choix que d'y prêter attention. Et il n'y a pas que la mer et le vent. Repensez au 26 mars 2024. Même si la date ne vous dit rien, l'événement vous parlera. Ceci rappelle ce à quoi les ingénieurs de Melbourne seraient confrontés. Au beau milieu de la nuit, le porte-conteneur moteur-vaisselle Dolly a décidé de s'approcher de plus près du pont Francis Scott Key à Baltimore. Eh bien, il l'a percuté de plein fouet. Le pont entier s'est effondré. 6 membres d'une équipe de maintenance ont été tués sur le coup. Mais ce n'était que le début. Le trafic maritime entrant et sortant du port de Baltimore a été interrompu jusqu'en juin. 8000 emplois ont été impactés. L'économie a perdu 15 millions de dollars par jour durant 11 semaines. Le Maryland veut reconstruire le pont d'ici l'automne 2028. Le coût pourrait atteindre 1,9 milliard de dollars. C'est beaucoup d'argent pour recommencer. Une seule solution empêcherait que de telles tragédies se produisent sur un pont au-dessus du détroit. Les fondations des piliers devraient être profondes. Les piliers de pont obéissent à une règle simple. 1 pouce, soit 2,5 cm d'épaisseur pour chaque pied de portée. Une fondation de 6 mètres implique des piliers d'au moins 51 cm de large. En résumé, les calculs sont faciles, le reste est le plus difficile. Un pont ici devrait probablement s'attendre à être percuté par des navires de temps en temps. Avec de forts courants, des vents puissants et peu d'espace pour manœuvrer, les piliers du pont seraient comme des cibles dans un stand de tir. Peut-être que l'époque de la voile est révolue, mais le vent l'ignore. Demandez à l'Ever Given. En 2021, une tempête de sable l'a frappé dans le canal de Suez. Il a perdu le contrôle et s'est retrouvé coincé. 6 jours bloqués. 400 millions de dollars perdus chaque heure, tout ça à cause d'une seule rafale. Les vents violents de Melbourne rendent la pression sur le pont et les dangers pour les navires indissociables. Ainsi, les premières études sur le pont ont signalé que les piliers risquaient de gêner la navigation dans la baie. Rien de tel que de résoudre un problème en créant un autre, n'est-ce pas ? Cela implique de creuser des fondations plus profondes ou de construire des barrières pour éviter que les navires ne les percutent. Et plus les navires sont gros, plus vous aurez besoin de ces barrières. Puisque Melbourne accueille son lot de paquebots de croisière modernes, tout pont ici aurait besoin de défenses sérieuses, de fondations plus solides, de barrières plus résistantes et d'une conception capable de résister aux courants et au vent. Et c'est là que le problème commence vraiment. Construire les fondations serait un cauchemar. Les courants constants et les sables mouvants rendent la pose de piliers ou le creusement de tunnels très risqué. Le sol ici est mou et instable. C'est le dernier endroit où vous voudriez installer des infrastructures lourdes. Cependant, malgré tout, certains y ont pensé. C'est facile à comprendre. Un candidat aux élections locales en 2009 avait une plainte majeure.
200 milliards de dollars australiens d'infrastructures se trouvaient de chaque côté de la baie de Port Phillip, et il n'y avait pas de pont. Tout comme ma carrière universitaire, c'était un potentiel gâché. Il y a eu plus d'une proposition pour un pont, malgré tous les défis. La première remonte aux années 1950, mais il y a eu une idée plus sérieuse en mars 1998. L'ingénieur David Broadbent a examiné 10 options de pont sur le RIP. Son verdict ? Disons simplement que ce n'était pas le genre d'homme à voir le verre à moitié plein. Vous vous souvenez, quand j'ai dit que le pont ne serait probablement pas aussi court que l'écart de 2 miles, soit 3,2 km, entre les péninsules, Broadbent a écarté le raccourci évident entre Point Lonsdale et Pointe Nepean. Nepean est trop instable pour n'importe quel pont ou tunnel. Cela signifiait qu'il fallait allonger les choses beaucoup plus loin. Au final, la conception nécessiterait une portée de 5 km, soit 3,1 miles. Il aurait une travée principale de 2,5 km, 1,5 miles. En d'autres termes, le pont manquant de Melbourne serait comme ma commande chez McDonald's, version maxi. Cela ferait du pont RIP le plus long pont suspendu du monde, et de loin. Le pont 1915 Sanakal en Turquie, traversant les Dardanelles, détient actuellement le record. Il mesure 1,2 miles, soit 2 km de long, et les défis ne s'arrêtent pas seulement à l'ingénierie. L'ingénierie pourrait même être la partie la plus simple. Le Dr David Wilson, enquêteur principal à l'Australian Transport Safety Board, a affirmé que technologiquement, c'était un jeu d'enfant. Alors, quel est le problème ? En 2009, le principal défenseur du pont, Peter Broyhier, avait même présenté une estimation du coût pendant la campagne électorale. Rien ne rapporte plus de voix que de promettre des milliards en béton. Il a déclaré que le pont repose en paix coûterait environ 9 milliards de dollars. Cela fait 7 milliards de dollars de la liberté, dont 3,1 pour les grands travaux. Encore 3,9 milliards pour des travaux annexes. Ça fait beaucoup d'argent pour un pont. Le pont 1915 Sanakal a coûté près de 2,7 milliards de dollars. Cela représenterait environ 1,8 milliard de dollars en 2009. Donc un pont repose en paix pourrait coûter environ 4 fois plus cher. Et ce n'est que ce qu'il faudrait pour le construire réellement. Les coûts iront bien au-delà. Bien au-delà. Le docteur Wilson a affirmé que le pont n'avait aucun sens sur le plan coût-bénéfice. Probablement pas avant encore 50 ans de croissance démographique. Et il ne parlait pas seulement d'argent. En 2009, le plan de transport du Victoria avait un budget de 38 milliards de dollars. Si les habitants voulaient vraiment un pont, ils auraient pu en construire un. Mais voulaient est le mot-clé. Et clairement, ils ne le voulèrent pas. Enfin, nous sommes arrivés au vrai combat de boss. Péage, panorama, courant, baleine, et 2 petites villes qui ne veulent pas d'une méga structure à leur porte. Le défi est de gérer les not in my backyard, ceux qui disent « pas dans mon jardin ». Ce sont les gardiens de presque tous les grands projets sur Terre. Dans leur monde, les infrastructures les sont bien, à condition qu'elles soient ailleurs. Un pont sur la rivière, bien sûr, tant qu'il est invisible depuis le balcon. Si vous trouvez la politique locale difficile, essayez d'annoncer à quelqu'un avec une vue à 1 million de dollars qu'elle sera bientôt bloquée par du béton et des péages. Bonne chance avec ce slogan de campagne. Rien ne crie autant le progrès qu'une décennie devant les tribunaux. Regardez une carte de la densité de population de Melbourne. L'immense majorité des gens vit sur la rive nord de la baie. Cela ne signifie pas qu'il n'y a personne sur les péninsules de l'autre côté du détroit. Les villes de Queenscliff et Sorrento sont beaucoup plus proches de là où tout se passe. Queenscliff comptait environ 3300 habitants, au recensement de 2021. Sorrento, environ 2000. Des banlieues pittoresques offrent des vues à 1 million de dollars sur la baie. Un pont ferait bien plus que simplement gâcher ces belles vues. Le pont devrait être construit plus à l'intérieur des terres. Cela mettrait les petites villes en ligne de mire. Les travaux seraient bien plus intrusifs pour les habitants. Traduction. Le budget commence à grimper avant même que le premier béton ne soit coulé, et les difficultés continuent de s'accumuler. Il faut récupérer cet argent. Les autorités commenceraient à lorgner sur cette part du gâteau des infrastructures australiennes de 200 milliards de dollars qui n'a fait qu'augmenter depuis 2009. Et non, vous ne traverseriez pas le pont RIP gratuitement. Le péage serait inévitable. Et avec les péages vient le cœur habituel d'opposition. De plus, qui ferait la traversée ? Qui en bénéficierait vraiment le plus ? Pas les gens qui vaquent à leurs occupations à Melbourne. Ce seraient des touristes quittant la ville pour admirer la campagne.
Le pont transporterait surtout des personnes extérieures. Cela pourrait générer plus de revenus touristiques pour le métro de Melbourne. Mais raser des parties de Queenscliff et Sorrento, imposer des péages, ce n'est pas vraiment un argument gagnant en politique locale. Et puis, je sais pas, il y a les impacts environnementaux. Quand Peter Brouwer a proposé son Rape Bridge, un militant écologiste l'a rejeté, disant que c'était aussi probable qu'un renard volant. Et elle n'avait pas tort. En plus des problèmes de navigation, un long pont à large pilier aurait aussi un fort impact environnemental. Le 24 juillet de cette année, Melbourne a eu droit à un spectacle inhabituel sous le pont Westgate. 2 baleines à bosse jouaient dans la Yarra. C'était la première observation aussi loin depuis plus de 10 ans. La baie de Port Phillip accueille de nombreux visiteurs marins. Les baleines à bosse, franges australes, dauphins et orques attirés par les phoques. Leur nombre augmente aussi. En 2016, un record de 103 baleines a été observé près de Melbourne. L'observation des baleines est un grand business. Et les dauphins se joignent souvent à la fête, sauf lorsque les orques apparaissent. Ils préfèrent les encas à croquer au rendez-vous ludique. Donc, l'impact sur les baleines devrait être ajouté à l'étude d'impact environnemental. Cela coûtera plus cher. Donc pour l'instant, il n'y a pas de pont. Mais il existe un autre moyen, plus attrayant, de relier les 2 péninsules. Un ferry relie Queenscliff à Sorrento. Les ferries ont débuté comme beaucoup de bonnes entreprises, avec des idées audacieuses. Dans les années 1980, Paul Ring, Keith Finnemore et Maury Cobal ont remarqué qu'aucune traversée de la baie n'existait à Melbourne et ont décidé qu'il fallait un bateau. En 1983, ils ont lancé Peninsula Sea Road Transport. Disons que vous êtes au centre de Melbourne et que vous devez vous rendre à Point Mépian. Votre trajet en voiture prendrait 1h30. Prendre un taxi est trop cher, 160 $ australiens. Un trajet en bus pourrait prendre 5 heures. Et ça, ce n'est que la moitié du tour de la baie. Les gars du ferry savaient à quel point il était difficile d'aller de Point Lonsdale à Mépion par la route. Il fallait contourner la baie en voiture. C'est un peu comme essayer d'aller de la Grèce à la Turquie sans traverser les Dardanelles ou le Bosphore. Bien sûr, il y a un moyen, mais c'est la route panoramique qui fait tout le tour de la mer Noire. Il est compréhensible que les autorités victoriennes attirent enthousiastes. Qui n'aime pas les ferries et l'argent ? Le 19 septembre 1987, la péninsule Princesse a accueilli ses premiers passagers. Mais ce n'était pas de tout repos. Ce lieu s'appelle le RIP, souvenez-vous. Quelques semaines après son lancement, la péninsule Princesse a été prise dans les vents rugissants des 40e. Le bateau a tangué dans les hauts fonds et a eu une hélice cassée pour ses ennuis. L'activité a donc dû s'arrêter pendant un certain temps. Il semblait que les critiques avaient peut-être raison, car tout le monde n'aimait pas l'idée du ferry. Les opposants pensaient même que c'était stupide. Ils disaient que la nouveauté passerait très vite. Eh bien, ils avaient tort. Les réparations de la péninsule Princesse ont été effectuées, et les affaires ont décollé. Le succès a conduit à l'ajout de 2 navires. Le motor-vaisselle Queenscliff en 1993 et le motor-vaisselle Sorrento en 2001. Les ferries Sea Road ont prouvé qu'ils avaient tort, malgré une géographie favorable. Les bateaux ont raccourci le trajet entre les 2 péninsules à environ 40 minutes. Aujourd'hui, le Queenscliff et le Sorrento transportent bien de plus de 110 000 véhicules par an à travers le RIP. Et soyons honnêtes, c'est bien plus amusant que de ramper sur un pont suspendu. Sea Road Ferries est devenu une institution à Melbourne, offrant bien plus que le simple transport de voitures hydromoteurs sur la baie. Ils ressemblent à de petits paquebots de croisière et offrent des salons passagers avec vue sur la baie de Port Phillip. Il n'y a pas des espaces pour les enfants, les seniors, même les couples, ainsi qu'un restaurant. Des passagers ont photographié des dauphins dans le détroit de Bass. Les ferries proposent ce qu'un pont suspendu ne peut offrir, dîner et spectacles. Et les ferries ne comptent pas s'arrêter là où ils en sont aujourd'hui. La compagnie fait de nouveaux investissements pour garder une longueur d'avance. L'un d'eux, de nouveaux terminaux. Actuellement, Sea Road Ferries construit un terminal ultra moderne à son embarcadère de Sorrento. Les améliorations incluent une salle d'attente modernisée avec de nouveaux kiosques alimentaires. En outre, l'infrastructure pour charger et décharger les voitures est meilleure. Ils ont déjà terminé un tout nouveau terminal pour son débarcadère de Queenscliff. Il a ouvert en avril 2023 et il a remporté des prix en seulement 2 ans. Il s'agit du Architectural Master Prize, un prix international d'architecture créé pour récompenser l'excellence. Et moi, j'attends toujours que YouTube me donne ce bouton diamant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.
Sea Road Ferries a transformé le RIP en quelque chose de pratique, voire agréable. Mais n'oubliez pas, cela reste une entreprise. Un pont serait une concurrence directe, et le public est déjà de leur côté. Après tout, pourquoi échanger une traversée en ferry pittoresque contre une dalle de béton coûteuse et laide? Mais les ferries sont loin d'être parfaits. Malgré la modernisation des terminaux, les navires ont toujours un problème majeur qu'ils ne pourront jamais résoudre. Le courant. Eh bien, c'est le courant. Le courant a réservé un accueil brutal à la princesse de la péninsule lors de son premier voyage, et les eaux ne se sont pas adoucies depuis. Les ferries ne peuvent donc pas évoluer. Des navires plus grands ou rapides sont exclus. Les mers sont trop agitées. Des chercheurs de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne ont étudié le problème et tiré la même conclusion. Le repos en paix fixe les règles. Donc, les Not in My Backyard et leurs ferries ne pourront peut-être pas retenir le pont indéfiniment, surtout maintenant. La population de Melbourne augmente. D'ici 2031 ou 2032, on s'attend à ce que Melbourne dépasse Sydney en tant que zone métropolitaine la plus peuplée d'Australie. La population dépassera les 6 millions d'habitants. Le quartier central des affaires de Melbourne est déjà la zone urbaine la plus densément peuplée d'Australie, avec 19 000 habitants par kilomètre carré en 2018. Mais l'étalement ne s'arrête pas. Carlton, South Yarra, Fitzroy et Collingwood forment le top 5 des banlieues les plus denses du Victoria. Les vents n'ont pas découragé les gens. Les Australiens s'y installent pour de meilleurs emplois et un coût de vie plus bas. C'est aussi devenu un centre de migration internationale, grâce à l'encouragement des gouvernements de l'État du Victoria. La plupart des nouveaux arrivants sont jeunes. La ville compte plus de naissances que de décès. Donc, les infrastructures publiques devront suivre, et cela inclura davantage les zones périphériques. C'est une question d'offre et de demande. Plus de gens s'installent au centre de Melbourne, plus les prix de l'immobilier augmentent. Cela pousse les nouveaux arrivants vers les banlieues plus proches du détroit. Et avec eux vient la demande pour de meilleures connexions. Et cela pourrait signifier plus de ferry Sea Road. Mais il y a un petit problème de prix pour traverser le détroit. Pensiez-vous que toutes ces activités amusantes sur le bateau ou dans le terminal étaient gratuites, Conan? À partir de mars 2025, un billet aller simple coûte 49 $ australiens. Cela peut sembler cher, mais si vous prenez un peu de recul, vous pouvez remettre ce prix en perspective. Un ferry du continent vers la Tasmanie coûte 115 $ australiens. Le Spirit of Tasmania parcourt 258 miles, soit 415 km de Geelong à Devonport. Cela revient à environ 3,60 $ par kilomètre, traverser le RIP. Essayez 15 $ par kilomètre. Donc, peu importe le coût de construction, un péage pour le pont n'atteindrait jamais ce prix-là. Du moins, pas avant très longtemps. Et en parlant de temps, 40 minutes pourraient ne pas être assez rapides, surtout si la population des banlieues continue d'augmenter. Les temps de trajet sur un pont suspendu seraient beaucoup plus courts. Le trajet ne prendrait généralement que 2 minutes et 30 secondes. T'es como que je voulais toi. Vous pourriez penser que toute cette augmentation du trafic routier entraînerait plus de pollution. En réalité, vous auriez tort. Le pont ferait en réalité l'inverse. Les chercheurs ont déclaré que la situation routière actuelle n'était pas écologiquement durable. L'arrivée de plus de personnes dans la région métropolitaine de Melbourne aggraverait la situation. De nouveaux véhicules entraîneraient une demande accrue sur les routes locales et sur les ferries. Un pont sur le RIP ferait gagner beaucoup de temps de trajet. En 2023, l'ex-maire de la péninsule de Mornington, Steve Holland, s'est lancé dans l'arène du pont du RIP. Plus ou moins. Il a esquissé un schéma sur une serviette et a collé une belle étiquette de prix ronde, 20 milliards de $ australiens. Au moins, l'idée a fait parler les gens. De l'autre côté du RIP, l'ancienne maire Isabel Tolhurst a clairement fait savoir que sa juridiction n'adhérait pas à ce projet coûteux. Elle a ensuite adouci sa position, mais le message était clair. Merci, mais non merci. Avec la croissance de Melbourne, les nouveaux venus pourraient exiger des choses que les anciens n'apprécieront pas. Pour l'instant, cependant, vous pouvez toujours nager dans le courant sous surveillance et ne pas vous soucier d'éviter les piliers du pont en traversant. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur Mappack.